Des livres, de la musique, les spectacles, les entrevues de Music Box avec Gérard Quentin. Music Box. Gilles Paris, bonjour. Nous allons parler de ce nouveau roman, Le Bal des Cendres. Le Bal des Cendres, donc publié aux éditions Plomb. Alors, un roman qui se déroule sur l'île de Stromboli, en grande partie. Oui. Alors, on va planter le décor de cette île volcanique, bien évidemment, avant tout, mais pas que. Oui, c'est une île éolienne qui est vraiment face à la Sicile, qui est une île très particulière parce qu'elle est à la fois magnifique, mais en même temps, elle est âpre et rude. Les gens y viennent en nombre du monde entier, d'ailleurs, pour escalader ce fameux volcan du même nom, d'ailleurs, Stromboli, que les habitants de Stromboli appellent Idu, qui veut dire lui, à tel point, quand on vit au quotidien auprès d'un volcan, on finit par le personnaliser, puisque ça veut dire lui, donc comme je le disais. Et c'est un endroit où les touristes sont de passage, c'est-à-dire qu'ils restent 2-3 jours. Les plages sont des plages de sable noir. À 1 mètre du bord, on n'a pas pied, donc ce n'est pas vraiment familial. Et c'est un endroit mythique, évidemment, puisque Roberto Rossellini y a tourné son film du même nom, Stromboli, avec Ingrid Bergman. Il y a encore la maison où ils ont vécu une passion folle et qu'on peut visiter. Mais voilà, et j'ai voulu implanter un décor avec des vacanciers dans un hôtel qui s'appelle le Strong Isle, qui veut dire la ronde. Et en effet, toute l'histoire du roman est axée sur cette ronde, sur ce bal, en quelque sorte, des personnages avant, pendant et après l'éruption du volcan. Alors, c'est vrai que des personnages, il y en a beaucoup. Alors, on va quand même s'attarder aux personnages principaux. Giulia, qui est une adolescente et qui a un passé un peu compliqué puisqu'elle est née le jour où sa mère est morte. C'est ce qu'on lui explique au début du roman. Enfin, on lui explique pas grand-chose, en fait, puisque cette mère est d'une absence. En fait, on lui explique douloureuse. pas grand-chose, en effet, parce qu'elle sait rien, elle sait absolument rien de sa mère. Son père, d'ailleurs, n'a aucune photo, n'a rien à lui montrer, n'a rien à lui dire, d'ailleurs, au propos de sa mère. Et son père s'est associé avec un ami de longue date qui s'appelle Matteo, qui est tout aussi silencieux. À propos de cette jeunesse enfuie, Giulia est arrivée sur l'île à l'âge de 2 ans. Elle était en grande partie élevée par Pippa, une femme de l'île, une femme d'ici, on dirait, qui elle aussi est pleine de secrets. Et au fond, Giulia en souffre beaucoup. C'est d'ailleurs probablement un des personnages, sinon le personnage le plus attachant du roman. Elle est très mature, elle a un regard compatissant sur les autres, elle est curieuse de la vie, elle est curieuse des autres, elle a hâte aussi à son âge de rencontrer l'amour, d'être amoureuse tout simplement, ce qui va lui arriver, mais pas au début du roman. Effectivement. Alors, le papa, c'est Guillaume. Lui aussi, il a un passé, il est venu s'installer ici en achetant cet hôtel, mais il a un passé un peu douloureux. Effectivement, quand elle le questionne sur sa maman, tout le monde est lude autour d'elle. Il a un passé militaire aussi douloureux. C'est un homme qui boit, qui est mal dans sa peau. Totalement, et qui aime profondément sa fille, mais il est incapable de le lui dire. Il n'a pas les mots, en fait. Et c'est un ancien soldat, au fond, un soldat de terrain, qui a vu des charniers, qui a vu des choses terribles dans sa vie, qui a été traumatisé par ça, et qui est d'ailleurs une des raisons probablement pourquoi sa femme l'a quitté. Et au fond, c'est un personnage douloureux, en effet, qui essaye de se reconstruire comme il peut. Et il a un peu la passion de la bouteille. Matteo le couche souvent, sa fille aussi d'ailleurs. Elle a presque un rôle d'adulte envers lui parce qu'elle le protège aussi en même temps. Et on voit bien qu'à travers ses gestes, le père reconnaît des gestes de sa propre femme, c'est-à-dire que quand sa fille s'intéresse au potager, il se rend compte que sa femme aimait tout autant les potagers et la manière dont sa fille tient les couverts, c'était aussi ce que faisait sa femme. Et d'ailleurs, il faut le dire, elle porte le même prénom, ce qui est en effet la preuve vraiment tangible de cet amour qui unissait l'homme et la femme. Alors, cet hôtel, effectivement, c'est une ronde de passage de plein de gens. Et il y a les amis, mais il y a aussi beaucoup de touristes qui passent là.
Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher, comme Guillaume d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils viennent chercher à cet endroit, en dehors de cette… Alors, Guillaume, il faut le dire, il a racheté l'hôtel à ses beaux-parents siciliens, c'est-à-dire les parents de son ex-femme, en tout cas, et comme une sorte de pari pour renaître, au fond, dans un lieu un peu spectaculaire, avec l'idée d'emmener sa fille dès l'âge de 2 ans et de reconstruire une vie qu'il a du mal pourtant à reconstruire. Mais l'idée de départ était plutôt bonne, l'idée d'arriver là. Et puis j'aimais beaucoup cette idée, en effet, d'installer un hôtel à Stromboli. C'est un hôtel qui malheureusement n'existe pas, que j'ai inventé. Mais comme dans tous les hôtels, il y a c'est des endroits de passage incroyables. Il y a des touristes du monde entier. Dans cet hôtel, on y voit des Turcs, on y voit des gens de Palerme, on y voit des Uruguayens, on y voit des Français, des Allemands de Berlin aussi. Et j'aime cette idée de melting pot, au fond, finalement. Quand les hôtels sont comme celui-ci, à taille humaine, les gens ont toutes les chances de se croiser, de se parler, de communiquer. Il y a des couples qui vont se former aussi dans cet hôtel, d'autres qui vont se défaire. On a parlé de Giulia, bien sûr, de Matteo, de Guillaume. Parlez-nous de quelques-uns des personnages. Alors, ils sont tous attachants, ils ont tous aussi leur passé, ils ont tous leur caractère. Parlez-moi de quelques… J'aimerais bien parler de 2 personnages que j'aime beaucoup, qui sont très, très éloignés dans les âges. Le premier, c'est Tom, il a 10 ans. Et il est avec sa famille, avec son père, sa mère, son frère et sa sœur. Ça m'a permis de retrouver un peu ce langage que j'aime et que j'avais habitué au lecteur pendant mes 4 premiers romans, à hauteur d'un enfant de 9 ans, et qui amène une forme de fraîcheur aussi dans l'histoire. Il a un personnage qui le hante et qui est tout le temps auprès de lui, qu'il est seul à voir avec son frère et sa sœur, qu'aucun adulte ne voit. Et pourtant qui a une incidence incroyable sur sa vie. C'est un vrai mystère dès le départ du roman, qui sera élucidé comme les autres vers la fin du livre. Et il y a cette comtesse italienne assez âgée, qui a fait une chute terrible dans les escaliers, qui lui a ôté l'usage de ses jambes, mais qui est une femme qui toute sa vie a été extrêmement amoureuse de son mari, qui était un commissaire italien de Palerme, sicilien, qui a résolu un certain nombre d'affaires importantes à ses côtés. Et il est décédé dans un accident stupide, un accident de voiture. Il a été renversé, en fait, tout simplement. Et c'est une femme qui continue à noter ces petits carnets dans lesquels elle invente des vies, des vies d'ailleurs assez belles aux gens qu'elle croise. Elle ne cesse de griffonner dans ces petits carnets qu'elle ramène de Palerme. Et c'est un personnage qui est très présent dans le roman parce qu'elle est très observatrice, elle est très fine. Elle comprend tout de suite que Giulia a une espèce d'âme très forte comme ça. Elle s'attache aussi à Matteo sans savoir pourquoi, parce il a ce visage buriné, il a cette cicatrice sur le visage. Elle s'attache à Tom, elle s'attache presque à tous les personnages, au fond, qu'elle croise, qu'elle va croiser sur sa chaise. Et cette femme qui est derrière elle, son intendante, qui s'occupe d'elle, évidemment, avec laquelle elle a un rapport aussi très, très proche. Alors, ces personnages ont un passé, un présent, un avenir aussi, tout comme le volcan, qui est, lui, complètement omniprésent, je dirais, à la fois fascinant, mais aussi quelque part menaçant, mais rassurant. C'est un peu Oui, il a ces 2 côtés, c'est-à-dire que quelles que soient les rues qu'on emprunte à Stromboli, les ruelles, le port, qu'on soit à la terrasse de son hôtel, on voit le volcan comme s'il était à vos pieds. C'est incroyable d'ailleurs, vraiment, de cette omniprésence quand on arrive toujours par bateau, qu'on vienne de Palerme ou de Naples ou d'ailleurs, et c'est la première chose qu'on voit en arrivant sur l'île, c'est cet imposant volcan incroyable qui à la fois protège en effet et menace, puisqu'il faut quand même savoir que il est actif, il éructe presque toutes les 5 minutes. Il y a toujours un petit filet comme ça de fumée qui s'en échappe. Il y a eu des accidents terribles. En l'an 2000, il y a eu un tsunami qui a complètement enseveli l'île avant qu'elle puisse se réparer. Dans les années 30 aussi, en 1930, il y a eu un incident avec tout un pan qui s'est écroulé. C'est très difficile de le prévoir, malgré les instituts qui sont installés là-bas. Il y a un laboratoire qui étudie tout ça de près.
Et pour tous les habitants, ils l'ont rendu vivant, en fait, comme une personne. Et c'est d'ailleurs, pour moi, l'importance de Stromboli. Stromboli est presque, à la fois le volcan et l'île, un vrai personnage du roman. Il y a justement peut-être cette envie de presque de conversation avec le volcan qui va mener les personnages à faire cette ascension. Est-ce que c'est se mettre en danger? Est-ce que c'est braver quelque chose? Ou qu'est-ce qui les a motivés réellement? Dans leur esprit, au départ, il n'y a aucun danger. C'est juste un guide qui leur propose toutes les semaines d'escalader le volcan et tout l'hôtel quasiment se retrouve à escalader ce volcan. Mais c'est plus à la fois un esprit de contemplation sportive aussi, évidemment. Mais c'est l'intérêt de voir les paysages avec une hauteur, parce que dès que vous grimpez, et vous grimpez vite assez haut, voir Stromboli comme une espèce de petit village étalé avec ses petites lumières, c'est quelque chose de fantastique. Je ne crois pas qu'il y ait une notion de danger. Personne ne pense au danger, en fait. Personne ne pense au fait que le volcan pourrait tout à fait éructer et se réveiller réellement pendant qu'on est en train d'escalader. Julia, dans sa quête de vérité, dans cette recherche de comprendre sa mère, de comprendre un peu son père, et puis de comprendre la vie aussi. Oui, parce que la vie est trop courte. On ne s'en rend pas compte. On voit les journées passer à vive allure, voire les années, voire les décades. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on a 40, 50 ans, 60 ans et que le temps est passé à grande vitesse. Et je pense que quand un danger est aussi réel que celui-là, évidemment, les secrets, les choses qu'on conserve, qu'on garde en soi, qu'on ne sait pas comment dire, comment dévoiler, au fond, finalement, vont éclore d'une manière tout à fait inattendue. Parce que justement, on a échappé au danger, on est resté vivant avec un V majuscule, on a échappé à tout ça, et il est temps de rétablir la vérité. Le bal des cendres, donc Gilles Paris, et c'est publié aux éditions Plomb. Merci Gilles Paris. Merci Gérard, merci infiniment.